Bonsoir à toutes et tous, en direct du Vinipôle de Davaillé. Nous organisons notre premier débat des États généraux de l'alimentation en Saône-et-Loire, puisque nous aurons le plaisir d'organiser 3 ateliers, un ce soir à Davaillé, un autre à Chalon-sur-Saône ce vendredi sur l'agriculture urbaine, et la semaine prochaine à Charolles sur l'élevage et la relation aux consommateurs. Et donc ce soir, nous sommes à Davaillé, au Vinipôle, et nous allons parler de viticulture et de la place de la viticulture dans la société et dans son environnement de proximité. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir pour parler et échanger avec nous de ce sujet Jérôme Chevalier, donc vous êtes représentant de la CAVB et viticulteur à Charnay-les-Mâcon. Bonsoir Jérôme. J'ai le plaisir d'accueillir Françoise Botti, vous êtes maire de Chevagny-les-Chevrières et viticultrice aussi à Chevagny-les-Chevrières, donc ça va être intéressant, parce que vous avez cette double casquette qui sera très intéressante. Bonsoir Françoise. Robert Martin, vous êtes élu de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire et viticulteur à Davaillé. Bonsoir Robert. Et j'ai le plaisir aussi d'accueillir Jean-Philippe Lachaise, vous êtes le nouveau directeur de l'EPL de Mâcon-Charnay. Bonsoir Jean-Philippe. Charnay, pardon, de l'EPL de Mâcon-Davaillé. C'est mon voisin qui me, qui me fait dire des bêtises. Et puis, j'ai le plaisir d'accueillir Tristan Delhomme. Vous êtes étudiant en viticulture-œnologie. Bonsoir Tristan. Donc, nous allons échanger ensemble pendant une petite heure sur la place de la viticulture et ses relations à la société, puisqu'on le voit bien, comment est-ce qu'on partage un territoire qui est à la fois un territoire d'activité économique autour de la viticulture, mais qui est aussi un territoire d'habitat, qui est un territoire touristique. Et donc, comment est-ce qu'on va aujourd'hui, en 2017 et bientôt en 2018, nous devons essayer de combiner toutes ces activités. Alors, j'avais peut-être une première question pour vous, Robert. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous expliquer, nous présenter la situation de la viticulture sur le département de Saône-et-Loire ? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Donc, le département de Saône-et-Loire, grand département agricole. Sur la viticulture, donc, c'est un peu plus de 13 000 hectares. Un peu plus de 1000 exploitations qui travaillent en direct sur la viticulture et avec un emploi fort, puisque c'est une production qui demande énormément de main-d'œuvre. Donc voilà les grandes lignes de la viticulture. Bon, je ne sais pas si on détaille complètement. Oui, peut-être redire. Voilà, où sont les zones de production ? Il y a 4 zones de production. Donc le département de Saône-et-Loire, il y a une partie du Beaujolais, le Mâconnais, la côte chalonnaise et le Couchois-Marange au nord du département. Voilà une répartition dans le sens où s'écoule la Saône, si on peut dire comme ça géographiquement. Avec un panel d'appellations prestigieuses et des appellations régionales qui le sont tout autant. Pour rebondir justement sur les relations entre viticulture et société, est-ce que vous qui êtes élu à la Chambre d'agriculture, vous avez vu les choses évoluer ces dernières années ? Est-ce que les habitants sont plus exigeants ? Est-ce qu'il y a des attentes un peu différentes par rapport à peut-être à l'époque où vous avez démarré votre activité ? Oui, le fait que la société demande de savoir, ça peut se comprendre aussi, de connaître un peu ce qu'on fait, comment on travaille. C'est lié aussi à la convivialité, c'est lié à l'économie. L'évolution de notre métier était considérable. Moi, je suis passé dans cet établissement qui était encore un collège, mais je ne parlerai pas de la date, ça fait... voilà, et l'évolution a été considérable. Nous, on nous a appris à tailler les amendements. On ne parlait pas de commerce dans le moment, ou très peu. On est arrivé, moi j'ai commencé avec le cheval, pour arriver aujourd'hui avec de la technologie embarquée sur nos enjambeurs et de la technique assez pointue et qui nous permet quand même d'avoir une vision très globale et très, très sage de notre mode de production par rapport peut-être à ce qui se faisait, précédemment. Ouais. Alors justement là-dessus, Françoise, vous qui êtes à la fois viticultrice et maire de votre commune, est-ce que vos administrés ont des exigences particulières ? Est-ce que ils viennent avec des demandes précises, des attentes, des exigences. Enfin, voilà, oui, on rencontre des habitants qui sont beaucoup plus impliqués vis-à-vis de leur environnement. Donc la commune de Chevagny, pour donner l'exemple que je connais, est une commune qui accueille actuellement 600 habitants. Il y a une quinzaine d'années, nous étions 420. Donc vous imaginez la croissance démographique
même si c'était une petite échelle. En pourcentage, c'est énorme. Donc les habitations se sont construites sur des terrains qui étaient essentiellement occupés par des vignes, qui ont été pour certains libérés ou d'autres n'étaient pas plantés, mais enfin des terrains viticoles. Donc on retrouve maintenant une cohabitation entre les habitants et les viticulteurs, les professionnels viticoles, beaucoup plus proches. Et puis des exigences plus importantes parce que ce sont non pas des... Alors c'est un constat, hein, ce ne sont plus des anciens de la campagne, mais ce sont des personnes qui arrivent de l'extérieur, qui ont pour la plupart qui n'ont aucun lien ni à la commune historiquement, ni à la profession, une profession agricole ou viticole. Pour très peu, en tout cas. Ils viennent là par choix, pour la qualité de vie que l'on rencontre dans notre commune, et comme on peut le vivre dans les villages du Mâconnais. Donc leurs exigences sont très fortes parce qu'ils ont acheté cette tranquillité et que maintenant, ils n'envisagent pas d'être... dérangés par le bruit, par la pollution, des traitements, par toutes les contraintes que l'on peut rencontrer en milieu agricole. D'accord, donc ils veulent une campagne, entre guillemets, un peu de carte postale et pas propre, une campagne sur laquelle s'expriment des activités économiques et ils veulent quelque chose de calme. Ils veulent la campagne sans les inconvénients de ce qu'on peut rencontrer au niveau de la viticulture notamment. D'accord. Alors pour revenir là-dessus, Jérôme, vous m'avez dit donc vous représentez la CAVB, donc vous avez mis en place une charte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette charte, à qui elle est destinée et depuis combien de temps elle est mise en place? On a fait deux chartes. On a fait une charte départementale en juillet l'année dernière. C'était suite à ce que disait un peu Françoise. Le constat, c'est qu'il y a beaucoup de riverains dans les communes qui se plaignent du bruit, des traitements, voilà, et ils comprennent pas ou très peu le fait qu'on traite, pourquoi on traite. On se rend compte qu'en faisant, on a fait beaucoup de réunions dans l'hiver dans toutes les communes, tous les maires qui nous appelaient, on allait faire des réunions pour leur expliquer. Je vous coupe, cette charte, elle est départementale? Alors, j'allais y venir, il y a deux chartes. Il y a une charte départementale qu'on a fait en juillet, où là, c'était vraiment les endroits sensibles. Donc, c'est école, maison de repos, personnes sensibles. C'était pour ça, c'était une réponse avec le préfet. On a fait cette charte avec les pouvoirs publics, avec les maires, bien sûr, puisque sans eux, on ne peut pas faire grand-chose. Donc c'était pour répondre à une attente. Après, on s'est rendu compte que cette charte départementale, c'était bien, mais nous, on a voulu à la CAVB et avec le BIVB, avec toutes les ODG de Bourgogne, la faire vraiment à toute la Bourgogne. Et c'est ce qu'on a fait dernièrement, puisqu'elle a été envoyée, on l'a ici, elle a été envoyée à tous les viticulteurs la semaine dernière. Donc c'est cette charte régionale qui va... Alors elle est pas tout à fait encore finie, on a encore du travail, on se laisse un petit peu de temps, mais c'est déjà un point de départ. Il y a aussi des collectifs de citoyens qui ont voulu qu'on travaille dessus, qui vont peut-être pas être d'accord sur la charte, mais ils ont vu qu'on avait quand même fait un effort et qu'on allait de l'avant. Vous étiez posé des questions dans vos pratiques et pour les adapter, non pas aux vignes qui se rapprochent des maisons, mais des maisons qui, au fil du temps, comme disait Madame le maire, se sont rapprochées de... Voilà, c'est aussi avoir la cohabitation entre les riverains et les viticulteurs, le bien vivre ensemble, ça on y tient beaucoup. En fin de compte, on se rend compte que c'est un manque de communication à la base. Si on explique aux gens ce qu'on fait, pourquoi on traite, que ça soit bio ou non bio, puisqu'on ne veut pas affronter les deux systèmes. Donc voilà, c'est expliquer aux gens. Après, on sait qu'on ne va pas assez loin, mais mettre en place, c'est par des matériels un peu plus adaptés, viser plus les feuilles, les grappes de raisin pour traiter mieux, réduire les doses. Il y a tout un travail là-dessus qui va être engagé. La Chambre d'agriculture travaille aussi avec nous et on essaye d'expliquer aux gens ce qu'on est en train de faire. Mais on a besoin des maires dans toutes les communes parce que sans les maires, on n'est rien. Madame le maire, sur cette charte, c'est quelque chose qui répond à vos attentes? Je pense que c'est un travail intéressant et important pour la communication dans un premier temps, autant auprès des viticulteurs que des riverains. Parce que je pense qu'il faut que chacun ait conscience de son rôle. Les responsabilités sont partagées. Nous avons au niveau de la commune de Chevagny organisé une réunion donc à laquelle les professionnels étaient présents, des techniciens également, qui ont pu présenter le travail de la vigne. Les explications étaient claires
sur le pourquoi nous traitons et comment nous traitons, parce que c'est quand même le problème essentiel. Hein. Oui, c'est pas lorsqu'ils nous voient tailler qu'on les gêne. C'est quand même. Oui, c'est pas la mise en bouteille non plus qui pose problème. Par contre, il faut être clair que certains habitants, enfin, je prends l'exemple de ce que je connais, certains habitants réagissent dès qu'ils voient un tracteur dans la vigne. Et bon, actuellement, nous labourons nos vignes. On a vu à plusieurs reprises des personnes arriver avec leur véhicule sur les chapeaux de roue en se disant on va les coincer là, qu'est-ce qu'ils traitent? Et bon, on leur explique qu'on travaille le sol, qu'on essaye d'aller dans le sens du respect des sols et d'un avenir, parce que le débat que je ne lancerai pas sur le désherbant nous amène à réfléchir malgré tout, parce que c'est un outil indispensable aujourd'hui, mais qu'il va falloir apprendre à contourner ou à remplacer. À remplacer demain. Voilà. Donc vous sentez, Jérôme, tous les deux, vous sentez vraiment que l'explication, le fait de lever le rideau sur les pratiques, de dire voilà, quand on est là, tel jour, à telle heure, c'est pour faire ça, ça rassure les populations, ça lève un certain nombre d'inquiétudes. Alors, ça rassure, mais en même temps, je pense qu'on ne peut pas aller trop loin non plus. Il y a des informations techniques qu'ils ne maîtrisent pas. On avait beaucoup communiqué aussi sur le fait qu'on travaille avec les avertissements agricoles, toutes les modélisations. Donc ça, c'est quelque chose qui varie selon les années, selon les saisons, selon des données extérieures. Et c'est vrai qu'on ne peut pas faire une communication tout à fait générale en disant de telle saison à telle saison, sur tel mois on va traiter. Enfin, je veux dire qu'il faut... Oui, c'est pas mathématique. Ce ne sont pas des mathématiques, c'est quand même lié à un moment donné à la réalité. De notre côté, nous sommes obligés de nous adapter aux conditions climatiques. Et voilà, il faut que les riverains comprennent aussi que si on traite plutôt en matinée, même très tôt le matin, ou plutôt en soirée, c'est parce qu'on a des contraintes liées aux conditions de vent. Si on ne traite pas à certaines heures de la journée, c'est parce que la température est trop élevée, que l'hygrométrie n'est pas bonne. Enfin, je veux dire, là, on a quand même des données techniques qu'il est difficile de faire passer au public. Ou faire comprendre au grand public que vous avez un schéma cible d'intervention, mais que la météo, c'est elle qui commande et vous vous adaptez à la météo. Oui, Jérôme, ce que je veux rajouter, c'est par rapport à la charte. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les viticulteurs se sont énormément mobilisés depuis quelques années. Et si la charte, on veut qu'elle fonctionne, il faut vraiment que tous les viticulteurs, notre propre famille, jouent le jeu et aillent vraiment dans cette voie-là, parce que ça ne marchera pas autrement. C'est une responsabilité collective. Si les viticulteurs ne sont pas impliqués, et franchement, il y a déjà des viticulteurs qui, et je rebondis à ce que disait Françoise, par rapport aux riverains, c'est qu'ils envoient des textos où ils appellent leurs voisins en disant je vais traiter aujourd'hui et tout. Donc il ne faut pas après dire que les viticulteurs font tout et n'importe quoi. Il y a une prise de conscience, il y en a quelques-uns encore qui ne travaillent pas comme on voudrait, mais bon, plus il y en aura qui travailleront bien, mieux ça vaudra, quoi. Robert, au niveau de la Chambre d'agriculture, vous sentez que c'est effectivement une attente sur l'ensemble du territoire départemental de l'évolution des pratiques, du département, et voire plus, puisque je veux dire, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a entendu, la Chambre d'agriculture avec ses techniciens aussi nous renseigne. C'est une adaptation perpétuelle. Alors le climat, ça vient d'être dit, les conditions climatiques, mais aussi les matières actives qu'on doit utiliser, qui changent régulièrement, qui évoluent. Donc c'est une adaptation perpétuelle. Notre métier bouge autant que les autres productions, autant que les autres métiers qui sont dans l'industrie, dans les nouvelles technologies. Et donc c'est une adaptation perpétuelle qu'on doit avoir. Et comme disait Françoise, la difficulté, c'est d'expliquer notre métier. Donc on peut le faire, mais sur les grandes lignes. On ne peut pas rentrer dans le détail. Même nous, la semaine d'après, on ne sait pas ce qu'on va faire. C'est le climat qui nous guide. C'est la pousse de la vigne, suivant voilà. Et on voit les tracteurs, ils sortent en ce moment parce que ça roule bien, il n'y a pas de terre sur les routes. Donc on ne sort pas non plus quand ça ne va pas, quoi. On n'est pas par plaisir. Si les traitements, la vigne ne peut pas se passer de protection phytosanitaire, quoi qu'il en soit, le moins on en utilise, le mieux on se porte économiquement. Et puis s'il n'y a pas besoin, je vous garantis qu'on ne va pas sortir un tracteur. Il y a la réalité économique qui commande le bon fonctionnement de l'exploitation. C'est le départ.
voilà. Et en termes de techniciens, il y a des évolutions énormes qui se font aussi. Il y a des comptages. Il y a toutes les semaines sur le fil, on appelle ça un bulletin de renseignement sur les conditions climatiques et sur l'évolution de la végétation de la vigne. Toutes les semaines, on a des techniciens lundi, mardi, dont le bulletin est transmis à tout le monde le mercredi, pratiquement à toute la viticulture. Donc, ils nous renseignent sur l'évolution, sur les conditions climatiques, l'adaptation aux maladies éventuelles suivant les climats. Voilà. Donc, on a quand même maintenant des techniques très pointues. En vous écoutant tous les trois, j'ai l'impression que ce qu'il faut faire passer auprès du grand public ou d'une société qui veut tout contrôler aujourd'hui, c'est de réexpliquer que vous êtes sur des métiers où l'aléa, vous vous levez le matin, le climat n'est pas ce que vous aviez prévu, donc vous êtes obligé de vous adapter en permanence, quoi. On travaille avec la nature, donc voilà. C'est la nature qui commande. Après, il y a la panne aussi qui rentre en jeu. Le matin, on part, il n'y a pas de vent. À 9h, le vent se lève. Voilà, on n'a pas le choix, quoi. Il faut s'adapter, quoi. Alors, Jean-Philippe, vous êtes donc le nouveau directeur de l'EPL de Mâcon-Davaillé. Sur ces sujets, justement, comment vous formez les futurs viticulteurs ou les futurs professionnels à ces questions de relations entre le monde viticole, le grand public, la société? Est-ce qu'il y a des choses particulières que vous mettez en place ou que vous allez mettre en place? Alors, il y a d'abord une réponse, je dirais, institutionnelle. C'est-à-dire que cette réponse, elle a été formalisée par le ministère de l'Agriculture il y a déjà quelques années, avec la mise en place d'une politique volontariste qu'on appelle simplement l'agroécologie. Et que cette déclinaison suivant les types de production s'est aussi appliquée à la viticulture, alors de façon peut-être un peu moins visible que sur d'autres productions comme sur le lait ou les céréales, mais en tout cas c'est bien une réalité aujourd'hui avec quelque chose d'assez concret, c'est-à-dire la réécriture des référentiels de formation sur les diplômes les plus évidents, le bac pro, le BTS, le BPREA pour la formation adulte, et où des modules ont été introduits dans nos référentiels de formation pour pouvoir vraiment parler d'agroécologie, de nouvelles techniques, de techniques respectueuses de l'environnement, et donc du coup d'introduire aussi ces questions sociétales qui font l'objet de notre débat aujourd'hui, pour essayer de faire comprendre qu'on vit avec la nature, on vit aussi avec nos concitoyens, et que ces problématiques qui touchent aussi au bien-être, à la santé, sont des thématiques qu'on ne peut pas tourner la tête. Aujourd'hui, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Il faut qu'on amène des réponses. Donc, c'est notre devoir de dire aussi à nos apprenants d'en tenir compte quand ils vont s'installer, de savoir où ils vont s'installer, s'ils sont effectivement en proximité d'écoles ou de personnes plus sensibles à ces questions-là. On ne peut pas tourner la tête. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui important. Okay. Et puis, pour rebondir sur ce que disait Jérôme, nous avons été convoqués, donc je dis nous, ce sont les établissements viticoles, Invités ou convoqués? Invités, c'est mieux. Voilà, invités par... mais bon, finalement, il y a des fois, il faut être aussi dans l'injonctif. Invités par le BIVB pour cette présentation de cette charte, pour savoir comment les lycées viticoles pouvaient l'intégrer, comment on pouvait la présenter, comment on pouvait la transmettre à nos élèves, de manière à ce qu'elle fasse sens, que ça ne reste pas simplement une charte, au sens peut-être un peu péjoratif du terme, parce qu'on peut mettre beaucoup de choses dans une charte. L'essentiel, c'est qu'elle soit active, et que derrière, il faut pouvoir la décliner par des actions, des choses assez concrètes, notamment, comme vous le disiez, en termes de communication. Donc, les établissements viticoles ont à cœur d'appliquer ces nouvelles techniques viticoles raisonnables, raisonnées, sans jamais être non plus dans un aspect militant, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire la promotion de tel système par rapport à un autre. Nous, il se trouve que l'exploitation de Davaillé est en bio, on en est très, très fiers, mais ce n'est pas pour autant qu'on va n'enseigner que le bio à nos élèves. On est là pour avoir un discours ouvert, un discours construit, un discours
générationnel aussi, si je peux me permettre. C'est-à-dire, on sait que ce qu'on va dire aujourd'hui portera peut-être ses fruits dans 10 ou dans 15 ans, concrètement, parce que les choses auraient évolué d'une génération à l'autre. Donc voilà, on est dans cette perspective. D'accord, Jérôme, vous souhaitiez réagir ? Pour rebondir sur la charte, c'est vrai ce que je disais tout à l'heure, quand je disais que le travail n'était pas fini et qu'on va travailler encore cet hiver, c'était bien évidemment venir dans les lycées, les maisons familiales, dans les départements, pour expliquer aux jeunes et aux futurs chefs d'exploitation ou salariés viticoles ce qu'on veut faire et aussi où on veut emmener la viticulture, quoi. C'est surtout ça. C'est avec le dialogue, je pense qu'il y a encore du travail. Jean-Philippe, j'avais une autre question. Est-ce que les jeunes qui arrivent au lycée, ils viennent déjà avec des idées arrêtées sur ce sujet, enfin de la relation entre la viticulture et la société ? Est-ce que voilà, ils ont des exigences aussi en termes de formation, au regard peut-être de je dirais qu'il y a deux types d'apprenants. Ouais. Quand on a 16 ans et qu'on arrive au lycée, on est plein de certitudes. On est persuadé de tout connaître sur la viticulture, sur un tas de sujets, parce qu'on a souvent la famille, un antécédent familial, des parents, des oncles qui travaillent là-dedans, et donc on arrive avec plein de certitudes. Et tant mieux. Eh bien, le rôle des enseignants, le rôle des établissements, c'est de non pas déconstruire ces certitudes pour leur donner un discours qui serait opposé, mais de les amener à la complexité, de les amener à la réflexion, de les amener à réfléchir par eux-mêmes pour qu'ensuite ils se fassent leur propre opinion sur ces schémas-là. Après, sur les publics plus adultes, qui viennent notamment en BPREA, donc pour se former et atteindre un niveau de qualification en viticulture, ils arrivent quand même déjà, parce que ce sont des adultes, avec des questionnements et ce souci, effectivement, de répondre à ces questions-là, où, pour le coup, la dimension du respect de l'environnement, du respect de nos concitoyens, fait partie de leurs préoccupations. Donc, ce qui est un petit peu normal, puisqu'ils ont une maturité un petit peu plus importante. Et donc là, je dirais que c'est presque l'inverse. C'est à nous de nous adapter à ce type de public pour répondre à leurs attentes. Quand sur le public lycée, on est plus descendant, on va dire. D'accord. Alors justement, nous avons un étudiant, ou un ancien étudiant en viticulture, œnologie. Tristan, est-ce que vous vous retrouvez dans ce qui a été dit ? Est-ce que lorsque vous avez débuté vos études, vous étiez pétri, peut-être comme nous l'avons tous été en démarrant des études, sur un certain nombre de choses portant sur la relation entre la viticulture et la société ? Est-ce que les choses ont évolué ? Comment est-ce qu'aujourd'hui vous intégrez ces sujets-là dans votre avenir professionnel ? Alors, moi déjà, j'avais aucun passé par rapport à ma famille dans le milieu viticole. Mais après, déjà, tout ce questionnement sur les relations avec les voisins, l'écologie, tout ça, je pense que, comme vous le disiez, c'est un travail qui se fait déjà en amont et ça fait plusieurs années où on apprend aux jeunes, dès le collège, même avant, à faire attention sur plein de sujets dans l'écologie. Du coup, il y a beaucoup de points qui sont dans cette charte qui font plus preuve de bon sens maintenant plutôt que de la découverte, par rapport à moi, mon vécu, comme le fait de ne pas traiter à côté des écoles, par exemple, les heures de récréation ou entre midi et deux. C'est vrai que sur un papier, ça peut choquer parce que pour nous, maintenant, ça devient plus du bon sens qu'autre chose. Mais c'est quand même important de continuer à en parler et même si c'est du bon sens, toujours reposer la le poids répétition dessus, est une forme de pédagogie, c'est ça ? Personnellement, je pense que la répétition, c'est la meilleure pédagogie. Pour que ça vraiment apprendre, faut répéter de plus en plus. Après, comme vous le disiez, les mentalités évoluent et on évolue en même temps qu'elles. Donc forcément, on est dans ce tremplin qui va dans cette vision-là. D'accord. Alors, peut-être question personnelle, si vous avez des amis qui sont hors du monde agricole, quand vous leur dites, voilà, je travaille dans la viticulture, est-ce qu'ils ils sont curieux ? Est-ce qu'ils reculent de 2 pas en disant, mais tu mets des produits phyto dans les vignes ? Enfin, quelle est leur réaction ? Voilà, il y a beaucoup cette vision-là, un peu, vous traitez beaucoup, faut que vous calmez là-dessus, c'est vous qui polluez toute la nature. Là, vous me parlez bien de gens qui ne vivent pas dans... qui ne connaissent pas, d'accord. De ma famille, par exemple, on n'a aucun lien avec la viticulture. Et du coup, c'est beaucoup de discussions, de leur faire comprendre que, comme vous le disiez, il y a certains produits qu'on ne peut pas éviter, parce que sinon la vigne va mourir. Donc voilà, il y a
c'est plus du débat maintenant pour calmer un peu les tensions d'un côté, rééquilibrer les choses. Et aussi, quand on arrive pour s'installer dans un milieu viticole, il faut aussi être au courant de certaines pratiques qu'on ne peut pas éviter. Je vois, moi, pendant plusieurs stages, le nombre de fois où des riverains venaient se plaindre parce qu'on faisait un peu de bruit, ou alors en plein été, je me souviens de 2015, avec des chaleurs pas possibles, on commence la journée un peu plus tôt. Certaines personnes ne le comprennent pas. Alors que c'est juste aussi, pour une fois, du bon sens. Ouais. On veut faire, on va pas dire plaisir, mais prendre soin des employés. Du coup, on travaille un peu plus tôt. Ça aussi, certaines personnes ne le conçoivent pas. Excusez Madame le maire, les gens veulent une campagne calme de cartes postales. Oui, mais je pense que, c'est pour ça, moi, je pense l'important malgré tout, c'est ce que tu dis, c'est la communication et expliquer pourquoi. Si on peut le faire en amont, c'est très bien. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours possible. Mais la communication, dans tous les cas, est la meilleure des solutions pour désamorcer des conflits, même avant que les conflits n'arrivent. Il faut expliquer souvent et répéter. Et bon, je pense que ça, c'est aussi le rôle des maires qui sont confrontés aux remarques et aux réclamations de leurs concitoyens. C'est de dire, moi je le défends en tant que professionnel, mais j'ai beaucoup de collègues qui le défendent et qui ne sont pas dans le métier, qui disent, mais écoutez, la viticulture, c'est quand même économiquement quelque chose de très important pour notre région. L'emploi aussi dépend de la viticulture. Maintenant, il y a des contraintes qu'il faut accepter. Il y a des aménagements que les viticulteurs, et on reparle du bon sens, et je pense que cette charte, effectivement, c'est une application du BSP. Alors c'est une norme que j'aime citer, le BSP, le bon sens paysan, qui n'est pas forcément validé pour l'exportation, mais en tout cas, dans nos villages, je pense que c'est quelque chose qu'on doit appliquer de toute manière. D'accord. Alors, si on se projette, Tristan l'a un peu évoqué, mais si on se projette à 10-15 ans, les uns et les autres, comment est-ce que vous voyez, est-ce que vous pensez que, alors peut-être via les réseaux sociaux, peut-être que ça peut être un moyen de montrer ce qui se passe dans les exploitations, dans les vignobles, etc. Comment est-ce que vous voyez les choses évoluer ? Est-ce que vous dites, nous allons arriver collectivement par le biais de chartes, par le biais d'explications, par le biais de peut-être de visites, de se réancrer à ces habitants qui ont des exigences très élevées, ou vous êtes plus réservé ? Je crois qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup à dire sur cette question, sur l'avenir. Dans l'immédiat, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est la communication des médias. Ce qu'on entend aujourd'hui autour de l'agriculture, de la viticulture, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, nous, mais qui peut faire beaucoup de mal à la profession, parce que ça ne véhicule pas une image très favorable. Il y a d'autres choses qui peuvent être prévues au niveau des communes, justement, puisqu'on est maître de l'urbanisme, de nos villages, de nos communes. Donc je pense qu'il est très important au niveau de la révision des PLU de prendre en compte cette problématique. Oui, d'organiser la cohabitation. Alors, ce qui est existant, on va le gérer au mieux, mais de ne pas multiplier les risques de conflits et de cohabitation difficile entre des riverains et des viticulteurs, parce que les uns comme les autres ont leur raison. Moi, je suis très partagée. Je ne saurais pas donner de raison à l'un plus qu'à l'autre. Donc ça fait partie des choses auxquelles il va falloir être très vigilante. D'accord. On sait très bien que les pouvoirs publics veulent nous emmener vers plus de pesticides, moins de traitements phyto. Robert l'a redit, on ne traite pas pour le plaisir, on est les premiers concernés puisqu'on manipule les produits. Donc, et puis économiquement, ça coûte très cher. Donc là-dessus, on sait très bien que on aura encore du travail à faire. Il y a une chose qui est importante, ça va être dans les communes, on se rend compte, c'est vrai que la cohabitation n'est pas toujours évidente. Françoise l'a dit avec les PLU, quand on voit des constructions qui se mettent au milieu des vignes, les vignes elles sont là, on ne pousse pas les vignes comme on pourrait pousser autre chose. On essaye de mettre en place une concertation quand même poussée avec les PLU, avec toutes les mairies, mais ça c'est très dur. Il y a des zones, limiter des zones dans les villages. On a vu à Péronne, on a fait un exemple autour de l'école, donc les viticulteurs s'arrangent entre eux pour
pour ne pas traiter aux heures d'école. Il y a des choses qui se mettent en place ponctuellement dans diverses communes. Et ça, dans les 10-15 ans, je pense que si tout le monde y met du sien, si les riverains pareil, quand ils arrivent dans une commune qui viennent pas ils sont pas ruraux, ils viennent d'une ville, d'une grande ville, ils arrivent dans une commune où il y a des vignes, c'est quand même tout un paysage, c'est de l'économie. C'est peut-être aussi à eux d'aller voir le maire en disant voilà, je viens dans votre commune, je sais qu'il y aura des contraintes, les viticulteurs, le bruit, les pesticides, on accepte quoi. Nous on fait une charte, on s'engage. Peut-être que les riverains aussi, eux, pourraient peut-être s'engager en disant quand je viens dans une commune, non mais tout le monde rigole, mais quand je viens dans une commune, j'accepte aussi que voilà, il y a des gens qui font du bruit. Ça peut être autre chose que des viticulteurs. Moi je dis viticulteurs parce que c'est notre métier. Mais on l'a vu cet été dans les Alpes où il y a une pétition contre des vaches, cloches d'abondance. Donc je pense que le bien vivre ensemble, c'est aussi des deux côtés. Il ne faut pas que ce soit qu'une profession qui soit montrée du doigt, parce que en ce moment on est montré du doigt et à chaque fois on nous dit vous traiterez trop, tout ça. Alors on veut bien, voilà, d'accord. Mais il y a aussi des choses que dans l'autre sens, ça peut être comme ça. Juste pour rebondir, j'ai un exemple sur les traitements, puisque on nous reproche, alors là je prends la casquette vitique, on nous reproche de traiter. J'ai été interpellée en tant que maire pour savoir pourquoi la mairie ne traitait pas les buis qui sont actuellement en train de dessécher. Ouais. Donc ma réponse, elle était spontanément, non, je peux pas. On ne peut pas. Ouais. Et puis, je ne veux pas traiter des buis, alors qu'on se fait déjà taper dessus quand on traite des vignes qui sont finalement notre gagne-pain et un produit convivial. Oui, c'est le paradoxe, un peu le même habitant va vous reprocher de ne pas traiter le buis et va vous reprocher de traiter la vigne. Donc, imaginez traiter des buis. Là, j'ai dit, on ressort l'hélicoptère. Voilà, c'était en aparté. Robert, sur les 10-15 ans, Je pense que... Pour ce qui est de notre métier, déjà, on voit quand même encore une évolution et ça bouge tous les jours. Les nouvelles technologies, on va voir arriver le numérique, qui est déjà là quand même pas mal, mais les nouvelles technologies, c'est-à-dire que peut-être des drones de reconnaissance des maladies, peut-être des choses comme ça, l'imagerie qui détectera aussi, je pense, à l'avenir les maladies et qui... Je ne sais pas ce qui se passera, peut-être fermera les bus à un moment donné parce qu'il n'y aura pas besoin ici, comme ça se fait dans d'autres productions agricoles. Donc je pense qu'on a encore beaucoup de choses à voir et qui vont arriver très très vite avec le numérique. Mais par contre, il est vrai que la société civile, je pense qu'on a voulu aussi faire croire que tout le monde doit tout savoir sur tout. Peut-être que c'est vrai, mais ça va être quand même difficile de savoir qu'est-ce qu'il y a dans une aile d'avion, qu'est-ce qu'il y a dans nos sacs d'amendements, qu'est-ce qu'il y a dans un sac de terreau pour les fleurs, pour mettre dans notre jardin. Je veux dire, tout va être... Si on veut tout savoir sur tout, ça va être quand même compliqué. Moi, je ne sais pas comment sont faits mes verres de lunettes. Puis ça ne m'intéresse pas, quoi. Oui, l'important, c'est de bien voir avec. Voilà. Alors qu'on fasse attention à ce qu'on fait, nous, puisque c'est visible. Et je trouve il faut aussi reconnaître qu'on a un paysage extraordinaire. Alors, pas qu'à Davallé, pas qu'en Saône-et-Loire, mais l'entretien des territoires. Et quand on visite, je discutais ce matin avec des gens qui sont venus dans le Mâconnais, Clunisois ce week-end, en gîte, et qui ont passé 2 jours. C'est extraordinaire, quoi. Ils ont fait la Roche de Solutré, ils ont fait Cluny, on a des paysages magnifiques qui sont façonnés par l'agriculture et la viticulture pour ce qui nous concerne. Donc, essayons de cohabiter parce que c'est indispensable, quoi qu'il en soit. Moi, ça me fait plaisir de voir plein de marcheurs qui viennent. Ce qui est moins marrant, c'est quand ils stationnent le long dans nos vignes, qui ferment la voiture à clé, on ne peut plus passer. Mais ça fait partie... c'est comme ça. Bon, il ne reste jamais parti 2 jours, donc on attend, ou on repart, on revient. Mais donc voilà, il y a des formes de cohabitation, mais qui doivent être des deux côtés. Et je trouve que, pour revenir sur l'évolution, on a la chance d'avoir un lycée viticole en Saône-et-Loire, il y en a un autre en Bourgogne, mais c'est une chance extraordinaire. Nos apprenants, nos futurs chefs d'exploitation ou salariés, je trouve qu'ils ont une chance extraordinaire déjà au milieu des vignes. C'est quand même tous les lycées en général sont pas une chance comme nous on l'a, d'être ouverts, de pouvoir apprendre
à leur guise, peut-être pas tout à fait quand même, mais d'être quand même... presque. Mais presque. Ceux qui ont vraiment des envies, pour l'élève qui a passé ici, quand même, c'est extraordinaire. C'est une chance. Et quelqu'un qui veut aller voir les jeunes qui sont curieux, il suffit de faire 100 mètres, de regarder ce qui se passe avec un tracteur, comment on travaille, tout. Et les marcheurs, comme au pied du Grand Cid, celui très Pouilly-Vergisson, ils sont... Alors, bien sûr qu'on a toujours qui reculent quand ils voient un tracteur, mais on a quand même qui regardent. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites un petit signe, vous arrêtez quand vous traitez parce qu'il passe, vous laissez passer, vous recommencez. Vous n'avez pas perdu de temps, puis vous en fait signe. C'est quand même un vrai bonheur, quoi. Et puis après, peut-être que c'est pas le débat non plus, mais la viticulture, c'est aussi de la convivialité, c'est aussi une économie forte. Donc, je veux dire, on est capable de créer de la convivialité, d'expliquer nos métiers, mais il ne faut pas que ça soit que dans un sens. D'accord. Jean-Philippe, oui, puis après je vous passerai la parole. Oui, je voulais revenir sur le sujet des 10-15 ans. Ouais. La première chose, c'est que je dirais que je suis assez optimiste. Optimiste dans le sens où, quand j'écoutais mon voisin discuter, je pense qu'il y a 10 ou 15 ans en arrière, ces sujets-là auraient été vus avec... beaucoup de scepticisme et que vraiment, même avec du mépris, un mépris partagé qui va dans les deux sens et qu'il y avait une vraie incompréhension. Aujourd'hui, on a des jeunes qui prennent conscience dès le plus jeune âge de ces questions-là, de ces questions d'alimentation, de ces questions d'environnement, et qu'aujourd'hui, on voit arriver des jeunes qui sont déjà dégrossis sur ces sujets-là. Et que du coup, ils ont petit à petit l'envie, pour eux, ça devient quelque chose de naturel. Pour nous, ça l'était moins. Pour eux, ça fait partie de leur... Voilà. Sur l'écologie, la cantine, depuis qu'on est tout petit, finalement, on nous apprend des gestes, des éco-gestes. Et exactement. Lorsqu'on donc, arrive du coup, dans le monde professionnel, on garde ces habitudes-là. Ouais. Ça devient naturel pour eux. Et donc, du coup, on arrive... Il y a une partie du travail qui est fait. Après, sur les aspects plus techniques, je vois deux réponses. Alors, celle que disait Robert, je suis complètement d'accord sur le numérique. Il y a beaucoup de choses qui vont vraiment... La technologie va nous aider sur un certain nombre de points. On y travaillera d'ailleurs avec le Vinipôle. Mais il y a aussi une réponse qui est peut-être plus proche que celle que disait Robert au tout début, quand il parlait du cheval. Le retour aussi à l'agronomie, au travail de la terre, aux travaux en verre, devra être aussi une réponse. Le glyphosate, pour ne pas le nommer, ça y est, c'est fait. Il faudra quand même que d'ici 6 mois, 1 an, 5 ans, il faudra qu'il y ait une réponse qui soit apportée. Elle sera, je l'espère, agronomique. Donc ça veut dire que pour nous, établissements scolaires, il faudra aussi que l'on s'adapte à cela pour faire en sorte que dans la façon qu'on a d'enseigner la viticulture et l'œnologie, la partie viticole reprenne peut-être un petit peu plus d'ampleur sur du travail de la connaissance du sol qui permettra de proposer des solutions alternatives qui mettront du temps à s'appliquer, qui ne seront pas un remède miracle. Ça prendra effectivement sans doute beaucoup de temps, mais il va falloir qu'on se penche aussi là-dessus. D'accord. Tristan, et puis après je passerai la parole à Françoise. Par rapport à l'évolution sur les 15 prochaines années, déjà maintenant on voit une grande évolution sur le matériel. Je veux dire, avant, pour les pulvérisations, tout ça, on avait la cuve, on pulvérisait dans la vigne. Maintenant, il y a de plus en plus de systèmes, comme les pulvérisateurs avec récupérateur. Donc, déjà, là, on est déjà sur une évolution qui est vraiment visible, qui va sur la réduction des doses. Tout ça. Donc, sur le traitement de la vigne, je pense qu'il faut juste laisser un petit peu de temps que toute la machine prenne et que les progrès continuent à se faire, ce qui est tout à fait normal. Par contre, oui, il y a aussi un travail sur la mentalité générale des gens qui, comme vous le disiez tout à l'heure, maintenant, dès qu'on apprend quelque chose, on le prend pour acquis, on n'en démord pas. Et non, c'est justement, les professionnels connaissent leur métier et c'est pas parce qu'on a vu un article dans le journal ou quelque chose comme ça qu'on est déjà connaisseur. Donc il y a quand même un travail à faire sur les deux
Alors, Françoise, est-ce que vous souhaitiez prendre la parole écoutez, je vais rebondir finalement parce que c'est effectivement les 10-15 ans. Ce que je voulais dire, c'est que je suis effectivement aussi positive et optimiste parce que ces rencontres entre les professionnels et les riverains que l'on constate maintenant devraient faire évoluer les mentalités autant des professionnels, effectivement se remettre en cause, apprendre à travailler différemment. Je pense que ça peut aussi nous aider en tant que professionnels à pousser la recherche pour trouver des matières actives plus respectueuses de l'environnement, des techniques plus respectueuses, peut-être des plans plus respectueux, ça je ne maîtrise pas, mais enfin voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut être positivé. Il y a de belles perspectives d'évolution. Ne prenons pas ça en pleine face comme des critiques neutres, mais plutôt quelque chose qui doit faire avancer la profession. Et puis, avec la communication pour montrer qu'on entend et que si on ne peut pas aller plus vite, c'est parce qu'on n'a pas les moyens d'aller plus vite. Vous parfois. n'avez pas les réponses immédiates. Voilà. D'accord. Jérôme, vous voulez ajouter quelque chose ? Je voulais parler sur la recherche. Françoise en a un peu parlé. C'est que la profession met quand même des moyens en place pour trouver des plants qui soient plus résistants aux maladies, puisque on sait très bien qu'on ne pourra plus avoir de molécules ou moins de produits pour traiter. Donc c'est vrai que la profession s'est engagée avec les chambres d'agriculture, avec l'INRA, pour essayer de trouver des plants plus résistants à certaines maladies. Donc c'est aussi l'avenir. Et quand on parle de 10-15 ans, plus vite ça arrivera, mieux ça vaudra pour tout le monde, quoi. D'accord. Alors en guide de conclusion, parce que nous arrivons à la fin de cet atelier, ça s'inscrivait dans le cadre des États généraux de l'alimentation. Peut-être en quelques mots, est-ce que vous avez des attentes sur les États généraux de l'alimentation, et si oui, lesquels ? On va faire le tour comme ça. Jean-Philippe, allez-y. Moi, je suis fonctionnaire du ministère de l'Agriculture. Bon, vous êtes un devoir de réserve. Donc, du coup, je vais quand même m'exprimer clairement. Mais bien sûr qu'on a des attentes sur les États généraux de l'alimentation, parce que il faut prendre ça comme étant une prise de conscience, comme étant quelque chose de positif, et surtout de quelque chose qui soit grand public. Comme on l'évoque aujourd'hui entre nous, ça ne doit pas être un débat circonscrit à des techniciens connaisseurs. Et en même temps, il faut qu'on soit réaliste. Le seul discours qui finalement fera évoluer durablement les choses, c'est celui qui mettra quand même l'accent sur la dimension économique, parce que on veut bien faire tous les efforts possibles, mais il faut qu'à la fin, chacun gagne sa croûte. Et c'est de cette façon-là qu'on arrivera à avoir un discours qui soit constructif. Le développement durable, c'est 3 piliers. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, ou en tout cas celui qui est celui de l'économique permet aux deux autres de réussir. On doit avoir ce souci-là, non pas encore une fois par conviction personnelle et ni d'être uniquement des donneurs de leçons, mais d'avoir ce souci d'être concret. Et donc voilà, les États généraux de l'alimentation, c'est quelque chose d'opérationnel. Ça prend du temps. Il y a un grand temps qui a été mis en place pour vraiment faire ce travail du mieux possible. Et je ne crois pas à la fin que ça sera une coquille vide. D'accord. Tristan ? Je vais rebondir sur ce que vous disiez, parce que oui, pour moi, la machine a déjà pris, en fait. C'est vraiment juste une histoire de temps pour que tout soit comme on le souhaite au final. Donc oui, ça sera pas du travail pour rien, parce que déjà aujourd'hui, on voit sur le travail en agriculture qu'il y a des grands changements dans la mentalité, dans la manière de travailler. Les mentalités des jeunes aussi évoluent, donc je pense maintenant c'est juste une question de temps pour qu'on ait vraiment un rendu de ce qu'on travaille aujourd'hui à faire. D'accord. Robert, en mot de conclusion sur les États généraux de l'alimentation. En 2 mots, moi j'espère que ça sera productif et constructif, et que nos 3 ministères, alors dans l'ordre l'agriculture, l'écologie et l'économie, écouteront ces débats avec attention, et eux, ils seront aussi peut-être capables de dépassionner le débat entre la société civile et l'agriculture. Okay. Françoise ?
Oui, alors moi je n'ai pas d'attente particulière parce que c'est une question tellement vague que je ne sais pas exactement sur quoi on va déboucher. C'est vrai que pour l'instant, c'est un petit peu flou pour moi. Mais en tout cas, ça aura au moins l'avantage de mettre en face des gens, des personnes, des organismes qui n'ont pas forcément l'habitude de communiquer et qui là poseront un débat public. Je pense que c'est cet intérêt-là que je vois au débat, c'est qu'il est ouvert au public, à la société civile, comme on l'appelle maintenant. Et bon, je pense que c'est un échange qui, de toute façon, aboutira à quelque chose de constructif. Et de constructif. Mais quels seront les résultats, je ne peux pas dire. D'accord. Jérôme, pour conclure, sur les états généraux de l'alimentation. Pour conclure, moi je pense que c'est un état des lieux qui a été fait des riverains, des viticulteurs, des agriculteurs en général, et que de manière on n'avait pas le choix. Si on le faisait pas, on allait à une confrontation qui n'aurait pas été bonne, et on n'a pas su communiquer peut-être à un moment donné. Maintenant on se rend compte qu'on n'a pas le choix, et donc si ces états généraux peuvent permettre de communiquer, de dire voilà les choses, poser les choses, comme dit Robert. Après maintenant il faudra que ça serve à quelque chose, parce que c'est bien beau de faire des chartes, si dans 2 ans ça n'est pas appliqué, ça ne servira à rien. Donc il faut vraiment que tout le monde se mobilise, et il n'y a pas de raison, tout le monde est conscient, si on tire tous dans le même sens, ça se passera bien. Ok, écoutez, merci à toutes et à tous pour votre présence ce soir sur cet atelier consacré à la viticulture et à ses relations avec la société. Prochain atelier, donc vendredi, autour de l'agriculture urbaine à Chalon-sur-Saône, et puis la semaine prochaine à Charolles, autour de l'élevage et du partage, de la création et du partage de valeurs en matière d'élevage. Écoutez, merci et bonne soirée. Au revoir.